D'abord, je voulais remercier absolument Pierre de m'avoir invité. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis toujours impressionné par les thématiques. Et franchement, rester fidèle à cette journée dans son esprit, c'est génial. Voilà. La deuxième chose, je suis très heureux d'être à Marseille. Et je vais commencer, c'est rare, par un hommage à l'un des plus grands infectiologues français, qui est souvent décrié, qui est Didier Raoult, et qui un jour, lors d'un topo, a dit « Si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour douter. Sinon, on n'aurait besoin que de la moelle épinière. » Je crois qu'il faut que vous gardiez, au moins pour les maladies infectieuses, cette phrase à l'esprit, parce que c'est extrêmement important de douter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vérité. Là, je vais essayer de vous donner au fur et à mesure ma vérité sur les 10 questions que Pierre m'a posées. Alors, j'ai mis un petit émoticône pour dire que ça a été dur. Ça a été dur parce que certaines des questions ont commencé avant même que je commence médecine. Et j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai commencé médecine avec l'affaire Grégory. Je vais finir la médecine avec l'affaire Grégory. Ça ne vous dit rien. C'est un petit enfant qu'on a retrouvé dans un fleuve en 1984. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. Et vous verrez que certaines questions, dont la dernière, est toujours non résolue. Alors, je vais les prendre les unes après les autres. Et j'ai utilisé un petit peu de données pour que vous puissiez les voir. Alors, d'abord, mes conflits d'intérêts. J'ai des conflits et des liens d'intérêts. Ceci dit, j'essaye d'être le plus honnête et éthique possible et je reviendrai là-dessus au fur et à mesure. Donc la première question que m'a posée Pierre, quelle est la place de la bithérapie, pour qui et dans quel cadre? Alors déjà, ça c'est une question extrêmement difficile. Si historiquement vous regardez l'antibiothérapie, donc la préhistoire de l'antibiothérapie, les années 40 à 50, c'était essentiellement des études descriptives pour lesquelles on regardait l'effet d'un antibiotique sur une maladie donnée. Et quand les malades décédaient, ou quand il y avait des complications, on testait 2 antibiotiques. Et c'est comme ça qu'est née, par exemple, la bithérapie dans l'endocardite. Et comme vous le savez, par exemple, la bithérapie dans l'endocardite a disparu depuis. Et donc, toutes les notions sur la bithérapie ont commencé par essentiellement des études observationnelles. Et ce que vous allez connaître, ou ce que vous connaissez maintenant comme études randomisées de non-infériorité ou de supériorité, n'existait pas. Le deuxième élément, c'est que la majeure partie des antibiotiques que nous avions étaient des antibiotiques bactériostatiques, des antibiotiques dont la diffusion tissulaire n'était pas phénoménale et dont on ne connaissait pas très bien les caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Alors ça va vous étonner, mais je vais vous donner juste un exemple. On a redécouvert la colimycine il y a 2 ou 3 ans de cela. Allez, pour ne pas exagérer, 5 ans. Mais avant, on pouvait l'utiliser sans connaître réellement ces données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Donc la bithérapie, c'est une histoire de préhistoire de l'antibiothérapie. Et depuis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord des antibiotiques qui diffusent mieux, qui sont plus bactéricides. Nous connaissons mieux un petit peu les pathologies. Et puis, nous avons des études randomisées. Et nous avons des études randomisées, des études qui nous permettent de savoir si la bithérapie fait mieux que la monothérapie. Et on vous a transmis, comme moi, je présume, que finalement, la bithérapie a pour but d'améliorer la bactéricidie. Vous verrez que maintenant, avec les nouvelles molécules, il n'y a pas lieu d'utiliser la bithérapie pour améliorer la bactéricidie. Si vous prenez par exemple un sujet qui m'est cher, les fluoroquinolones dans la pyélonéphrite, c'est probablement l'antibiotique le plus efficace, qui permet non seulement de stériliser rapidement le parenchyme rénal, mais aussi de réduire la durée du traitement, puisque c'est démontré dans la littérature depuis les années 90 que finalement 7 jours de fluoroquinolone dans une pyélonéphrite simple, ça suffit pour traiter un malade. Donc la bactéricidie, il faut la laisser de côté. L'émergence de la résistance, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'était une des 4 entre guillemets, justificatifs de la bithérapie, c'était de dire que finalement, quand on met 2 antibiotiques, un peu à la star de la tuberculose, 4 antibiotiques, on évite de sélectionner des mutants résistants. C'est probablement vrai, mais si vous prenez en compte ce que j'appelle moi les traitements adjuvants, c'est-à-dire dans la péritonite, la chirurgie, là, ça ne tient plus du tout. C'est vrai, si vous avez un inoculum bactérien important, une bithérapie évite l'émergence. Mais prenons l'exemple d'une infection liée au cathéter. Si vous avez une bactériémie liée au cathéter, le retrait du cathéter est la moitié, sinon les 3/4 du traitement. Et donc très clairement, cette notion-là, qui était de dire éviter l'émergence de résistance, y compris pour les bactéries difficilement traitables, comme Pseudomonas aeruginosa, a disparu. La troisième, c'était de réduire la durée du traitement. Et là, si vous regardez les données de la littérature sur la durée du traitement et sur historiquement,
ce sont des durées approximatives sur des études observationnelles. Et maintenant qu'on regarde et qu'on fait des études randomisées, je prends l'exemple de la prostatite ou éventuellement de la spondylodicite, on remarque qu'on peut réduire très rapidement les traitements, au moins de moitié. Donc là aussi, c'est une fausse notion qui est liée simplement à l'histoire de l'antibiothérapie et à notre connaissance qui était limitée entre les années 40 et les années, on va dire, 60-70. Enfin, il y a l'élargissement du spectre. Il est évident que, par exemple, vous avez une pneumonie grave, vous évoquez 2 agents pathogènes, l'un peut être sensible à l'amoxicilline, l'autre ne peut pas l'être. Rajouter un intracellulaire permet d'élargir le spectre et d'éviter effectivement que vous soyez dans un trou thérapeutique, entre guillemets, pour ce malade-là. Et ça, c'est une vérité qui va perdurer dans le temps, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, la résistance diffuse en communautaire. Et donc, si vous regardez les données pour et les données contre de la bithérapie, on a des antibiotiques qui sont de plus en plus bactéricides, on connaît mieux la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des antibiotiques, on utilise de plus en plus les interventions adjuvantes, donc a priori, on n'a plus besoin de bithérapie, quelles que soient les indications. J'exagère, je fais un peu de provocation. C'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Mais par contre, on a de plus en plus d'infections à bactéries multirésistantes, et notamment en communautaire, et on a des infections, y compris documentées, à des bactéries difficilement traitables, et je fais allusion par exemple au carbapenémase, au Stenotrophomonas maltophilia, à la Cynobacter baumannii. Et c'est là où probablement que sont les 2 indications encore de la bithérapie. En communautaire, lorsque vous posez la question si le patient, entre guillemets, est infecté à une bactérie multirésistante et que vous ne voulez pas prendre le risque d'avoir un trou thérapeutique dans votre spectre. Et la deuxième, c'est lorsque vous avez une infection à une bactérie difficilement traitable, où vous allez utiliser des antibiotiques dont la diffusion tissulaire n'est pas géniale, et là, vous avez besoin finalement d'utiliser un antibiotique associé. Et donc, si je devais résumer les 2 indications qui me restent à l'esprit aujourd'hui, la première, ce serait dans le sepsis sévère, alors peut-être qu'on ne parle plus de sepsis sévère maintenant, mais dans le sepsis sévère, lorsque vous évoquez une bactérie multirésistante en probabiliste, à condition de réévaluer une fois que vous avez le résultat. Et la deuxième, certainement pour l'instant, dans les infections à bactéries difficilement traitables, mais probablement que ça va disparaître avec l'apparition de nouvelles molécules qui sont des bêta-lactamines associées à des inhibiteurs de bêta-lactamase dont on connaît leur efficacité et on commence à avoir quelques travaux de non-infériorité par rapport à ce qu'on appelle le best available treatment. Et donc en pratique, c'est les 2 indications qui restent actuellement dans mon esprit de la bithérapie. Alors ça, c'est pour la première question. La deuxième question est une question de prévention de risques infectieux. Faut-il réaliser des toilettes à la chlorhexidine ? C'est une excellente question. C'est une excellente question à laquelle il faut que vous gardiez à l'esprit le risque écologique. Un risque que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais que probablement nos enfants verront. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans le tout-air de la chlorhexidine. Et contrairement à ce que vous pouvez entendre, que ce soit les antiseptiques ou les antibiotiques, ils peuvent partager des mécanismes de résistance. Et très clairement, la surutilisation de chlorhexidine larga manu, entre le bain de bouche, la toilette cutanée, la chlorhexidine alcoolique, va nous exposer à terme, en termes écologiques, à de l'émergence de résistance que nous ne voyons pas aujourd'hui, que nous ne verrons pas demain, mais probablement un peu plus tard. Et si vous voulez, on rediscutera de cela sur le dernier point. Toutefois, quand vous regardez les données de la littérature, la chlorhexidine permet de diminuer le risque infectieux en réanimation. On a des études randomisées, en double aveugle, dans de grands journaux anglo-saxons comme le New England. Nous avons des méta-analyses qui suggèrent effectivement la supériorité. Nous avons des données hors épidémie, des données en période épidémique. Et très clairement, les données sont assez fortes. Simplement, il faut que je vous rappelle 2 choses. La première, le spectre de la chlorhexidine. Le spectre de la chlorhexidine est un spectre anticoccigramme positif. Et donc, c'est essentiellement sur les coccigrammes positifs que ça va marcher. Et la surutilisation de chlorhexidine, y compris dans une unité donnée, expose en fait à l'émergence de bactéries bacilles à gram négatif résistants. Il y a 2 ou 3 observations dans la littérature. Ça, c'est le premier point, c'est important. Et le deuxième, je vous demande de bien regarder les papiers de la littérature. Le principe de la chlorhexidine est un principe qui est démontré depuis toujours, qui est le principe de la décontamination digestive sélective. C'est-à-dire que nous savons depuis très longtemps que le risque infectieux, notamment à l'hôpital,
est liée à la densité de colonisation, à la concentration bactérienne. Et le fait de laver les malades tous les jours permet de réduire ce risque-là. Et donc c'est dans cet état d'esprit que la DDS a été introduite, et c'est dans cet état d'esprit que la chlorhexidine a été introduite. Nous avons des modèles animaux qui le démontrent, et nous avons des études cliniques qui le démontrent, et ça a commencé dans les années 84, ces données-là. Et donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer la concentration, et nous avons en fait des données autour du staphylocoque, autour des entérobactéries, qui montrent bien la corrélation entre la concentration bactérienne et la survenue des infections associées aux soins. Mais quand vous regardez les données autour de la chlorhexidine, il y a deux messages qu'il faut que je vous fasse passer. Le premier, c'est que la majeure partie des études qui sont positives, elles permettent uniquement de baisser la fréquence ou l'incidence des bactériémies en réanimation. Ça, c'est le premier message. Et quand vous regardez les bactériémies, celles qui diminuent, ce sont celles qui sont liées à coccigramme positif. Et donc, c'est très probablement, ça nous permet de diminuer tout ce qui est lié aux infections liées au cathéter. Et tout ce qui est lié à des infections non liées au cathéter, la chlorhexidine ne fonctionnera pas. Et donc, effectivement, toutes les études vont dans le même sens. Il y a une diminution significative des bactériémies, mais la masse de cette diminution est liée simplement à la diminution des infections à coccigramme positif. Et donc, dans une unité où il n'y a pas de problématique liée au cathéter, où il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas lieu d'utiliser la chlorhexidine. On expose les patients et l'unité et l'écologie dans l'avenir à des surrisques. Et donc, en regardant la littérature, pour moi, il n'y a pas de place à la chlorhexidine actuellement en systématique. Il n'y a pas de place, d'autant plus que vous avez un standard of care. Et pour moi, le standard of care en réanimation, ça commence par contrôler les durées de ventilation mécanique, contrôler les durées de cathéter, s'intéresser au pansement du cathéter, éventuellement travailler sur la localisation des cathéters. C'est ça le standard of care. Et je pense que la chlorhexidine, quand elle est introduite, souvent, elle est introduite pour remplacer tout ce côté-là qui est un petit peu oublié. Et donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, oui, vous pouvez l'utiliser lorsque vous avez des problématiques qui n'ont pas été résolues par ce qui s'est précédé. C'est-à-dire en pratique, vous avez une réanimation dans laquelle vous faites bien, c'est-à-dire les cathéters sont en sous-clavier, la durée des cathéters est réduite, les pansements sont correctement faits, on vérifie tous les jours le point de ponction, et malgré cela, vous avez des bactériémies qui persistent. Oui, là, la chlorhexidine aurait éventuellement un avantage, mais attention, en dehors de cela, le tout chlorhexidine expose, à mon sens, un risque écologique, et je laisserai la question pour la fin. La troisième question, qui est un peu plus facile, si je suis devant un patient qui est colonisé à bêta-lactamase à spectre élargi, notamment au niveau oropharyngé, quand est-ce que je dois, entre guillemets, prendre en compte ce mécanisme de résistance dans mes choix thérapeutiques? Alors là, c'est une question un peu plus facile, même si en clinique, ce n'est pas évident. Alors, c'est toujours la même chose, c'est la relation entre acquisition, colonisation, amplification et infection. Et ça, c'est le propre des infections associées aux soins. Il faut d'abord être colonisé, il faut amplifier la bactérie, et finalement, on fera une infection parce qu'on a une procédure invasive et qu'on a rompu les membranes naturelles, entre guillemets. Et donc, si vous prenez ce principe-là, on pourrait se poser la question quels sont les éléments qui font qu'à un moment donné, on a une abondance relative qui augmente. Et vous avez plein de papiers dans la littérature qui montrent et qui suggèrent et qui démontrent que finalement, le facteur de risque majeur de s'infecter à une bactérie multirésistante, c'est la colonisation préalable. Selon les papiers, ça va de 7 fois plus à 40 fois plus, peu importe. Il est évident que comme la majeure partie des infections sont d'origine endogène, il faut dans un premier temps être colonisé. Et lorsqu'on est colonisé et qu'on est visiblement colonisé, je reviendrai sur cette notion-là, c'est un facteur de risque. Et si vous voulez lire, il y a un très très beau papier de l'équipe de Bonten que je vous ai cité ici. Donc une fois que vous êtes parti de ce principe-là et que vous savez que la colonisation est un facteur principal d'infection, vous êtes un petit peu embêté parce que quand vous regardez les données de la littérature, qu'est-ce que vous mettez en évidence? Que seuls 10 à 20% des patients colonisés s'infectent. Non seulement que 10 à 20% des patients colonisés s'infectent, mais que la présence, la mise en évidence dans une aspiration trachéale ou au niveau oropharyngé ou éventuellement dans les selles d'une bactérie multirésistante n'a une valeur prédictive positive que de 50% et a une valeur prédictive négative extrêmement élevée de l'ordre de 99%. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que le risque, quand vous prenez en compte une BMR présente, que ce soit au niveau rectal ou au niveau oropharyngé, c'est de traiter une fois sur deux, de surtraiter une fois sur deux les patients.
Et donc la question est de savoir qui sont ceux qui en ont absolument besoin, qui sont ceux qui peuvent ne pas en avoir besoin. Si vous regardez les données de la littérature sur qui sont les patients préalablement colonisés qui s'infecteront avec leurs bactéries, c'est jamais le premier épisode. Pourquoi ? Parce qu'il faut amplifier la bactérie. Et donc il faut à un moment donné un antibiotique. Il faut à un moment donné quelque chose qui fait que, en quantitatif, sera extrêmement important. Si vous gardez en sortant d'ici l'esprit que dans les infections en général, il y a un seuil probablement à partir duquel l'infection survient, c'est un message qui est, à mon sens, extrêmement important pour la pratique. Et donc très clairement, ce ne sont pas des infections précoces. Attention, la précocité n'est pas à partir du moment où le patient est en réanimation, mais la précocité est à partir du moment où le patient rentre dans la structure hospitalière. Ce sont des infections qui sont plutôt tardives, des infections qui surviennent chez des patients qui ont reçu une antibiothérapie. Et puis, il y a un message extrêmement important. Toutes les données qu'on vous montre sur la mortalité des maladies bactériennes, elles sont fausses. La maladie bactérienne, le retard thérapeutique ne tue pas, sauf pour les malades les plus graves. Donc quand le malade n'est pas grave, vous avez toujours la possibilité de réfléchir. Quand le malade est grave, vous ne vous posez pas de questions. Et donc en pratique, si je devais résumer tout ce qui est écrit dans la littérature sur les facteurs de risque, je garderai deux choses. La première, je sais que mon patient est colonisé et il est en choc septique. Là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a aucune discussion qui tienne. Vous devez être extrêmement sensible, très peu spécifique. Vous incluez la BLSE dans votre schéma thérapeutique. Et la deuxième, c'est lorsque c'est une pneumonie acquise, plutôt tardive et post-antibiotique. Et pour un petit peu susciter votre curiosité, le côté post-antibiotique n'est pas tellement vrai. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre de la diffusion de l'antibiotique dans le tube digestif ou dans l'oropharynge. Si vous avez des antibiotiques qui diffusent avec des concentrations extrêmement élevées, la quantité de BLSE qui va se retrouver dans le foyer originel, entre guillemets, que ce soit le tube digestif ou l'oropharynx, va totalement être extrêmement faible et ne sera pas associée à une survenue d'une infection. Pour être simple, on vous dit antibiothérapie préalable, mais probablement que les risques sont différents en fonction des classes. Donc gardez à l'esprit, je suis colonisé, moi-même je suis colonisé. Si là je fais un choc septique, je vous rassure, mettez-moi sous carbapénem, sinon je vous fais un procès si je m'en sors. Mais si je fais une pyélonéphrite, vous pouvez attendre, alors vous me traitez certainement, mais vous n'avez pas besoin de mettre des carbapénem, vous ne vous tromperez pas, et même si vous vous trompez, le risque de mortalité est extrêmement faible. La troisième question, c'est une question passionnante, ou la quatrième peut-être déjà, je ne sais plus, la quatrième. C'est une question qui est passionnante. C'est une question à laquelle on n'a jamais voulu répondre, notamment en France. En France, on a peur des antibiotiques. En France, on vous dit qu'il ne faut pas prescrire des antibiotiques. Il faut prescrire les antibiotiques dans les bonnes indications. La problématique de l'antibiothérapie, je pense que je l'avais dit la dernière fois, elle est liée aux prescriptions qui sont inutiles. Mais les malades qui sont infectés ou les malades qui sont à risque de s'infecter, il faut absolument leur donner les antibiotiques et les meilleurs. Alors pourquoi cette question est passionnante ? Parce que vous n'étiez pas encore né, moi probablement. Il y a des études anciennes qui montrent que finalement, dans les infections, chez les patients immunodéprimés et notamment chez les patients transplantés, le fait d'adjoindre un aminoglycoside dans l'antibioprophylaxie avant la transplantation, ça a été fait dans la transplantation rénale, réduisait le risque d'infection à bactéries multirésistantes comparativement à des patients qui étaient connus porteurs et qui recevaient une antibiothérapie inadéquate, une antibioprophylaxie inadéquate. En France, on n'a jamais voulu regarder cela, alors que c'est un élément important. Vous savez que si vous êtes colonisé à staphylocoque, vous avez plus de risques de faire d'infection à staphylocoque, que ce soit une infection intra-hospitalière ou une infection du site opératoire. Et donc, si vous opérez quelqu'un qui est colonisé à staphylocoque, si c'est un staphylocoque résistant à la méticilline, on préfère qu'il ait une antibioprophylaxie, même si on ne l'a jamais dit, qui couvre le staphylocoque résistant à la méticilline. Pour la BLSE, c'est la même chose. Il n'y a aucune raison, d'autant plus que la chirurgie est une chirurgie à risque. Donc là, je pense que Pierre a dû me dire la chirurgie digestive. Non, il ne l'a pas dit, mais ça peut être la chirurgie digestive ou la chirurgie urinaire. Et donc, on pourrait se poser la question, mais pourquoi on n'a pas abordé ce sujet ? Parce qu'on a une peur d'une chose, c'est qu'il y ait une surprescription de carbapénem et que finalement, on induise la résistance. La question ne se pose pas de cette façon-là. La question, c'est d'abord, nous sommes là pour traiter des patients. Si le risque infectieux chez les porteurs de BLSE en post-chirurgie est supérieur aux non-porteurs, il faut absolument se poser la question de l'intérêt. Et alors, les Européens l'ont fait. Ils viennent de publier 2 papiers, donc c'est les études Ergnosis. Une première étude de cohorte, où ils ont regardé la chirurgie colorectale.
ils ont regardé deux populations, une exposée au risque, porteur de BLSE, une non exposée au risque, non porteur de BLSE. Tous ont eu la même antibioprophylaxie, céphalosporine troisième génération et métronidazole. Et ce qu'ils ont regardé tout simplement, c'est la survenue des infections du site opératoire. Et regardez la survenue des infections du site opératoire, elle est statistiquement plus élevée chez les porteurs de BLSE que les porteurs de non-BLSE. Et lorsque vous regardez l'infection ABLSE en noir, elle est statistiquement plus élevée chez les porteurs de BLSE que les porteurs de non-BLSE. Donc, première conclusion, dans une étude de cohorte observationnelle multicentrique, la colonisation préalable de BLSE dans la chirurgie digestive expose à un surrisque d'infection du site opératoire et le surrisque existe aussi pour l'infection à BLSE. Et donc la question qui va se découler, c'est finalement, est-ce que lorsqu'on leur fait une antibiothérapie adaptée, est-ce qu'on réduit le risque? Alors, ils n'ont pas fait l'étude randomisée, mais ils ont fait une étude comparative, observationnelle, en comparant le groupe de patients qui ont reçu de l'ertapenem en prophylaxie, donc c'est un deuxième groupe, c'est la même étude, mais deux populations différentes, et un groupe de patients qui a reçu, donc qui est issu de la première série, céphalosporine de troisième génération et métronidazole. Et vous avez ici, alors je ne sais pas si j'ai une flèche, je ne crois pas, vous avez ici la prévalence, l'incidence des infections du site opératoire et l'incidence des infections à BLSE. Et vous voyez qu'il y a une différence significative. Lorsque vous traitez vos patients en prophylaxie par ertapenem, ce n'est pas anodin l'ertapenem, on reviendra là-dessus à la fin, ce n'est pas anodin. Lorsque vous les mettez par ertapenem, vous réduisez le risque d'infection du site opératoire et vous réduisez le risque significatif d'infection post-opératoire à BLSE. D'accord ? Ce n'est pas une étude randomisée, c'est les deux seules études que nous avons. Nous avons d'autres études qui ont été faites au Maroc, en Chine, qui suggéraient la même chose, qui suggéraient que le fait d'être porteur de BLSE en pré-chirurgical exposait à un surrisque d'infection et que ce risque était lié à BLSE. Donc la réponse pour moi, elle est claire, oui, l'antibioprophylaxie doit être adaptée au portage. Et si on est porteur de BLSE, alors il faudra qu'on modère les choses, parce que dans cette étude-là, pour éviter une infection, il faut traiter 13 malades. Donc, effectivement, le rapport est important. Il va falloir peut-être maintenant travailler sur quelle est la population. Mais je vais vous donner juste un exemple. Un transplanté de rein. Vous voulez transplanter un patient qui est porteur de BLSE, vous devez lui faire une antibioprophylaxie par carbapenem. Alors, les infectiologues vont se rouler par terre. Mais moi, vous voulez me transplanter le rein, je suis porteur de BLSE, je veux de l'ertapenem, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je veux de l'ertapenem. Alors maintenant, il m'a posé une question encore plus difficile. Et cette question, je n'ai pas la réponse, et je crois que j'ai dû mettre un point d'interrogation ici quand je n'ai pas la réponse, et que la littérature ne me donne pas la réponse, alors je vais vous donner mon avis personnel. C'est finalement chez un porteur de BLSE qui est traité, je pense qu'il pensait à une péritonite, il est traité, et il reste fébrile, quand est-ce que je vais passer à la BLSE. Alors, je pense qu'il y a un élément que je vous ai dit tout à l'heure, et je vous le remets ici. Pensez toujours en quantitatif. C'est-à-dire, alors malheureusement, en microbiologie, on ne vous fait pas du quantitatif systématique, mais le quantitatif a un rôle. Ça a été démontré chez le neutropénique. Nous, on le voit bien en réanimation. Quand on fait du semi-quantitatif, on voit bien qu'il y a une corrélation entre la quantité et la survenue de la PAVM. Le quantitatif est important. Et donc, vous pouvez toujours appeler votre microbiologiste pour lui poser la question si dans la boîte, il y a beaucoup de BLSE ou s'il y en a une dans un coin. Mais en pratique, effectivement, on pourrait se poser la question d'un patient qui a une péritonite, qui est traité par claforan métronidazole ou céfotaxime métronidazole et qui reste fébrile. Alors, qu'est-ce que je lui fais à quel moment? Alors, moi, je reste clinicien. Pourquoi ça tourne comme ça? J'ai fait une bêtise, là? Ah, non. Alors, moi, je reste clinicien, et voilà ma réponse. Si l'infection est maîtrisée, c'est-à-dire pour moi oui, c'est ça. Si l'infection est maîtrisée, donc si le patient a une antibiothérapie initiale adaptée et contrôlée, c'est quoi une antibiothérapie adaptée et contrôlée? Adaptée, c'est adapté à l'antibiogramme. Contrôlée, c'est les doses en milligrammes kilo et les modalités d'administration. Ça, c'est un élément important. Au mieux, les dosages. Si avec cela, le patient reste fébrile, là, il y a une deuxième question qui se pose. A-t-il une collection résiduelle ou pas? S'il a une collection résiduelle, il faut le drainer et on ne se pose pas de questions.
Et s'il n'a pas de collection résiduelle, là, on pourrait éventuellement se poser la question, comme à peu près quand vous menez votre raisonnement autour des infections éventuellement à levure. Et donc, c'est à peu près le même raisonnement, ça reste un raisonnement clinique. Mais je n'ai pas d'outils pour l'instant, ni dans la littérature, ni dans mon expérience propre, pour vous dire, voilà la recette, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Ça reste une évaluation individuelle et pratique. Une question beaucoup plus difficile, c'est quel est le choix ou quelle est la recette pour un patient immunodéprimé en choc septique et dont on n'a pas la porte d'entrée. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre, mais je vais vous donner les outils avec lesquels je réfléchis. Alors les outils sont là. Voilà mes variables. Ce que je mets dans mon algorithme quand je vois un malade, ce sont les éléments suivants. Est-ce que cette infection est communautaire ou liée aux soins? Pourquoi? Parce que quand vous regardez les infections à bactéries multirésistantes, et notamment à BLSE, c'est moins de 3% en communautaire et c'est entre 6 et 10% en nosocomial. Et quand je dis en nosocomial, je dirais en lié aux soins, c'est-à-dire soit un nosocomial vrai, au-delà de la 48e heure, soit un patient qui fait les allers-retours avec l'hôpital. Ça, c'est la première question à laquelle je me pose. La deuxième question, pour choisir les antibiotiques, c'est est-ce que ce patient qui a une infection nosocomiale, est-ce que ça fait un petit bout de temps qu'il est à l'hôpital? Pourquoi? Parce qu'un patient alité dans une structure hospitalière acquiert les germes de son environnement. Si moi je rentre avec des streptocoques et des staphylocoques et que je ne suis pas porteur de Pseudomonas aeruginosa, si je séjourne à peu près 10 jours dans mon hôpital, je vais acquérir des BLSE et du Pseudomonas aeruginosa. Et vous avez tous, en théorie, le profil des hôpitaux dans lesquels vous êtes. Et donc la barre de 7 à 10 jours reste une barre assez vraie. La flore ou le microbiote des patients change et donc la colonisation change. Et donc très clairement, plus l'hospitalisation est longue, plus le risque d'avoir des bactéries naturellement résistantes ou ayant acquis des mécanismes de résistance est élevé. Après, est-ce que je sais que mon patient est colonisé ou pas? Si mon patient, je ne sais pas s'il est colonisé, est-ce qu'il a des facteurs de risque? Alors les facteurs de risque, je ne reviendrai pas là-dessus, mais très clairement, si je suis en choc septique, comme j'ai des facteurs de risque, vu mes origines et vu mes voyages multiples avec le pourtour méditerranéen, je dois recevoir des carbapénèmes, d'autant plus que je suis immunodéprimé. Et après, quel est mon type d'immunodépression? Pourquoi? Parce qu'on a oublié cette notion-là. Alors c'est vrai qu'on ne peut plus dire cellulaire, humoral, c'est fini, parce qu'il y a l'immunodépression liée à la maladie, mais il y a aussi l'immunodépression liée aux différents traitements, à la durée d'exposition au traitement, mais ça reste extrêmement important. Je vous rappelle simplement qu'un myélome, vous ne pouvez pas ne pas couvrir un pneumocoque. Un myélome communautaire, vous ne pouvez pas couvrir un pneumocoque. Et ne faites pas ce que j'ai pu voir en fait dans mes études, en fait dans mes pérégrinations, c'est de voir des gens sur une maladie qui donne des infections à pneumocoque en communautaire couvrir les germes de colonisation connus et d'oublier le pneumocoque. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous devez garder cet esprit de clinicien, mettre dans votre algorithme, finalement, cette immunodépression, elle expose à quel type, finalement, d'espèces microbiennes. Et puis, je vous rappelle simplement que le neutropénique, on a démontré depuis toujours que plus la neutropénie était profonde, plus les malades étaient exposés à des bactéries particulières, notamment des bactéries de l'environnement comme Pseudomonas aeruginosa. Et je vous rappelle, mais moi je n'étais pas encore né, c'est que l'amélioration de la survie des patients neutropéniques est venue à partir du moment où Pizzo a inclus systématiquement le Pseudomonas aeruginosa dans son schéma thérapeutique. Et attention, on commence beaucoup à revenir en arrière, à se poser des questions s'il faut désescalader ou pas. Attention, ça dépend du profil des patients. Voilà ce que je peux dire, voilà les variables, et je vous laisserai, mais ce n'est pas fait pour ça, un petit peu ce que j'utilise moi finalement, et ce que j'enseigne moi autour de moi, pour dire voilà comment je choisis mes antibiotiques devant un malade qui a priori est grave, n'a pas les moyens de se défendre. Voilà les variables, et voilà comment je fais en pratique. Alors, très compliqué, vous voyez, on monte crescendo, hein, donc il m'a dit ça va aller très dur. Quand est-ce que je traite un herpès virus ou un cytomégalovirus? En gros, quand est-ce que je traite une PCR, finalement, à herpès virus ou à cytomégalovirus chez un patient qui a une PAVM? C'est une question fondamentale et extrêmement difficile. Alors, pourquoi fondamentale? Il y a un drame. Tout à l'heure, j'ai assisté à un topo, celui de Khalil, qui revenait sur la médecine, sur l'examen clinique. Le drame de la médecine actuelle, c'est qu'on a perdu la notion de l'épidémiologie, la notion de la clinique, et on s'appuie sur beaucoup d'examens complémentaires. Et quelque chose que vous avez dû découvrir, c'est la PCR multiplex. Oh, quel génie! Il y a deux génies, moi, qui m'énervent, c'est la PCR multiplex
et le PET scan. Alors là, quand on commence à faire de la PCR multiplex sans probabilité pré-test ou un PET scan sans probabilité pré-test, on est mal. C'est la même chose pour la PCR HSV et CMV. Je vous rappelle que dans la salle, probablement 90% d'entre vous a déjà fait l'herpès et que n'importe quel stress peut réactiver l'herpès. Et donc faire une PCR, c'est un examen extrêmement sensible, très peu spécifique. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, c'est un malade qui a une PAVM, qui est fébrile, qui a un SDRA, qui reste grave et qui a une PCR positive oropharyngée ou éventuellement endobronchique, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il faut le traiter? Alors là, on est un petit peu embêté. On est très embêté. Merci Pierre. Ce que l'on sait dans la littérature, c'est que 30% des patients qui ont un SDRA ont une PCR positive, que ce soit au niveau de l'oropharynx ou au niveau en endobronchique. Ce que l'on sait aussi, c'est que lorsqu'on compare les patients qui ont une PCR positive aux patients qui ont une PCR négative, ils ont des durées de ventilation plus importantes. Selon les études, ils ont une surmortalité, ils ont des durées de séjour plus longues. Par contre, on ne sait pas répondre à la question est-ce qu'il faut les traiter? Parce qu'on n'a pas d'études randomisées, si, quelques-unes, mais on n'a pas d'études randomisées de grande envergure qui permettent de montrer que le traitement prévient ou réduit la mortalité, réduit la durée de séjour. Et c'est très embêtant parce que finalement, c'est quand même relativement ubiquitaire la PCR. Finalement, nombreux sont les patients qui ont une PCR. Et ce que l'on sait de la littérature, c'est que l'infection semble être descendante. C'est-à-dire qu'il y a quelques papiers dans la littérature qui ont montré que lorsque la PCR était positive au niveau de l'oropharynx, très rapidement, le patient va avoir une PCR positive en endobronchique. Ou lorsqu'on fait le diagnostic en endobronchique d'une PCR+, 72% des patients avaient le jour même ou la veille une PCR au niveau de l'oropharynx positive. La deuxième chose que l'on sait, c'est que visiblement, c'est les études de Charles-Édouard Luit, qu'il y a deux facteurs qui semblent associés à la bronchopneumopathie à herpès virus. Alors pourquoi je parle essentiellement d'herpès virus? Parce que l'expérience est beaucoup plus importante sur l'herpès que le cytomégalovirus. Et ces deux facteurs qui sont associés à la bronchopneumopathie sont l'herpès labial et la charge virale sur la PCR. Et Charles-Édouard Luit, depuis très très longtemps, avait proposé éventuellement d'adapter ou de choisir les traitements en fonction de ces deux données-là. Toutefois, quand on regarde les données de la littérature, on n'a pas grand-chose. En gros, ce que l'on sait aujourd'hui, il y a des études de très petits effectifs qui suggèrent que ça ne réduit pas la mortalité, mais ça réduit la durée de ventilation. Ce qui est certain, c'est que si vous avez un lavage broncho-alvéolaire avec un effet cytopathogène, il y a une maladie évolutive. Ça, c'est certain. Après, vous pouvez vous retrouver, et c'est le plus fréquent, avec des patients qui ont une PCR positive et un terrain. Le terrain, quels sont les terrains? L'immunodépression, on va l'écarter, mais il y a par exemple le SDRA. Le SDRA, on sait très bien que la fréquence est élevée, 30% je vous ai dit, et on peut se poser la question sur la place finalement du traitement ou du non-traitement pour essayer de guérir ces malades. Alors on n'a pas de données dans la littérature qui nous permettent de savoir si devant une PCR positive, il faut absolument traiter le patient et si ça réduit la mortalité. On n'a pas si. Il y en a une que je connais parce que j'ai lu le papier et qui va sortir dans le JAMA. Guettez-le dans les jours qui viennent. Guettez-le et vous ne serez pas surpris. Finalement, on est extrêmement sensible, très peu spécifique. Je ne vous dis rien parce qu'on est encore sous le secret. Il faut que ça sorte dans le JAMA. Charles-Édouard Luit est le premier signataire. Et vous allez voir, c'est une étude française randomisée qui teste l'aciclovir en prophylaxie secondaire, c'est-à-dire une fois que la PCR est positive, et qui regarde s'il y a une diminution de la durée de ventilation et s'il y a une différence de mortalité. Alors, avant-dernière question, encore plus dure. Mon germe est une entérobactérie du groupe 3. Enterobacter, Providencia, Citrobacter frundi, Serratia. Suis-je un criminel si je fais des céphalosporines de troisième génération? C'est Pierre qui a posé les questions. J'adore cette question. J'adore cette question parce que les gens se roulent par terre. Les gens se roulent par terre en disant « mais c'est n'importe quoi ». Moi, j'ai un infectiologue que j'aime beaucoup, qui est dans mon équipe, qui est responsable de l'équipe mobile, qui se tourne par terre. Je vous rappelle et je vous en supplie, le problème, il faut regarder les malades. On traite des malades. Et quand les malades sont infectés, donnez-vous les moyens de les traiter. Alors, je vais vous rappeler juste deux petits éléments. Le premier, c'est que chaque fois que vous allez prescrire une antibiothérapie, vous allez sélectionner ou induire de la résistance. C'est les deux possibilités. Et la sélection et l'induction, elle va se faire à deux endroits. Au niveau du foyer infectieux lui-même ou au niveau du microbiote. C'est les deux possibilités. Et ça, c'est systématique.
Il n'y a pas d'antibiotique qui ne soit pas associé à de la résistance. C'est pour cela que la problématique de la résistance, c'est faut-il ou pas traiter le patient avec un antibiotique? Je me permets simplement de vous dire que lorsque vous voulez traiter un foyer infectieux, le risque de sélectionner des mutants résistants va dépendre de l'inoculum. Plus l'inoculum est important, pensez à la tuberculose, plus vous avez déjà des mutants résistants. Et oui, dans les céphalosporines de troisième génération sont des inducteurs enzymatiques. Alors vous ne voyez peut-être rien, mais on répartit les espèces, les entérobactéries en 3 espèces. Celles qui ressemblent à Escherichia coli, sensibles à toutes les bêta-lactamines, celles qui ressemblent à Klebsiella pneumoniae, qui ont une pénicillinase, et celles qui ressemblent à Enterobacter, qui ont elles-mêmes une céphalosporinase. Et oui, la prescription des antibiotiques, des céphalosporines, va induire cette céphalosporinase. Sauf que l'induction est réversible. L'induction est réversible, et surtout, je vous ai mis quelque chose que personne ne vous raconte. En rouge, les molécules qui induisent la céphalosporinase. La céfoxytine est le meilleur inducteur. Mais l'augmentin, l'acide clavulanique, est un inducteur enzymatique. Cela induisent. Celles qui induisent un peu moins. L'imipénème. L'imipénème est un très bon inducteur enzymatique. Il induit aussi la céphalosporinase. Sauf qu'il est plus stable que les autres, et donc il est moins lysé par la céphalosporinase. Et puis, ceux qui induisent un peu moins, mais qui ne sont pas stables. La tazo, les céphalosporines de 3e génération. Il n'y a guère qu'une seule molécule qui n'induit pas la résistance, c'est céfépime. Céfépime, non seulement n'est pas inducteur, mais il reste extrêmement stable et n'est pas lysé par les céphalosporines. Donc simplement, toutes les études que vous voyez, toutes les études que vous lisez, sont des études qui ont énormément de facteurs confondants. Pourquoi? Parce que toutes ces molécules-là, elles sont comparées entre elles, or toutes sont des inducteurs enzymatiques. Deuxièmement, aucune de ces études n'ont pris en compte les facteurs confondants. Aucune d'entre elles n'ont vu la péritonite à quel moment on l'a drainée. Parce que c'est le drainage qui est le plus important. Parce que si vous traitez une médiastinite avec une céphalosporine de 3e génération et que vous n'opérez pas le malade, oui, vous allez sélectionner de la résistance. Parce que dans un inoculum de médiastinite ou de péritonite, il y a déjà de la résistance, il y a déjà des céphalosporinases. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, rappelez-vous, c'est une induction qui est passagère. Elle ne va pas persister dans le temps. Et c'est plutôt la sélection qui pose problème que l'induction enzymatique. Donc il n'y a pas de molécules qui soient supérieures l'une à l'autre. Et je vous amène vraiment à lire ce dernier papier, parce que le hasard a fait qu'on a travaillé dessus. On a repris toute la littérature pour essayer de dire, écoutez, vous êtes gentils, mais la question, c'est pas là où la question se pose, c'est pas là la problématique. Et quand vous regardez tous les papiers de la littérature qui ont été publiés sur ce sujet, soit les études sont des études observationnelles, soit les études sont rétrospectives, soit les études ont confondu colonisation et infection, mais vous ne verrez pas d'études où les malades sont morts plus fréquemment dans le groupe céphalosporine 3e génération que dans l'autre groupe. Donc à la réponse à cette question, non, ce n'est pas criminel, non, ce n'est pas une hérésie, et je vais redire quelque chose d'extrêmement important, c'est que si vous avez commencé par du claforan, changez le lendemain ou le surlendemain, si l'effet existe, il est déjà là. Et souvent, vous avez le résultat après l'antibiothérapie, alors que le malade, il est apyrétique, il va bien et il est stable cliniquement. Et donc ça, c'est juste une question très intellectuelle, je dirais que nous aimons bien, nous, les infectiologues français. Et alors, encore plus provocateur, faut-il abandonner la décontamination digestive sélective? Alors ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder en France. En France, il ne faut pas parler de DDS. Pourquoi? Parce qu'en 1982, il y a eu un New England, publié par des collègues de Bichat et de Limoges, qui ont montré que finalement, la DDS ne réduisait pas le risque infectieux. Et pourtant, quand vous regardez les papiers depuis 1984 en réanimation, tous les papiers, que ce soit des études randomisées, des études animales ou des méta-analyses, elles vont toutes dans le même sens. La décontamination digestive sélective réduit le risque infectieux en réanimation. Alors, ce que disent les Français, c'est que finalement, oui, mais c'est en Hollande, dans des pays de basse prévalence. Je ne vois pas pourquoi la basse prévalence changerait quelque chose. Mais chez nous, c'est une hérésie, parce que ça va être associé à de la résistance. La réponse est oui. Sauf que si vous diminuez globalement les infections nosocomiales en réanimation, vous devrez en regard diminuer le volume des prescriptions antibiotiques. Et c'est ce qui s'est passé dans les études, entre guillemets, en Hollande et dans les études anglo-saxonnes. C'est que finalement, la DDS a permis de réduire le volume global de prescription des antibiotiques en réduisant le nombre des infections. C'est toujours basé sur la même chose, la quantification et la survenue de l'infection, que nous avons redémontré pour les BLSE
et pour les carbapénémases, même en dehors de la réanimation. Donc si vous regardez, et je résume un petit peu la littérature, les pour, on a tout. Ça permet de réduire les infections, ça permet de réduire l'incidence des PAVM, ça permet de réduire la mortalité dans un certain nombre de papiers. Les craintes, c'est l'émergence de la résistance. Qu'est-ce qui va se passer? La colémycine expose à l'émergence des souches résistantes. Et attention, c'est un des derniers antibiotiques qui reste efficace. Si vous vous intéressez à l'infectiologie, il y a un seul site qu'il faut écouter de temps en temps, c'est l'Institut de microbiologie de Marseille. Si vous voulez, je vous enverrai le lien. Écoutez les topos, vous verrez le nombre de fois où la résistance est déjà ubiquitaire, y compris pour colémycine. Et ce n'est pas la prescription de colémycine qui induit la résistance, la prescription de colémycine rend la résistance lisible. Et donc, ça, ce sont les craintes de la France, parce que nous sommes les premiers contre cette histoire-là. Et puis, quels sont les résultats attendus dans les pays à haute prévalence? Et juste pour vous dire, en France, il y a des équipes qui font de la DDS depuis très très longtemps et qui n'ont presque pas de résistance. J'ai pris l'exemple de Camus, qui est notre collègue de Rennes, qui est l'une des réanimations qui ont le moins de SARM et le moins de BLSE. Et pourtant, ils font de la DDS depuis des années. Plus de 20 ans, ils font de la DDS. Et ils n'ont pas plus de résistance qu'ailleurs, voire ils ont moins de résistance qu'ailleurs. Et le dernier, c'est le dernier papier qui a relancé le débat autour de la DDS, qui est cette fameuse étude multicentrique incluant plus de 8600 malades, qui a plein de biais méthodologiques qu'on pourrait discuter et qui suggère qu'il n'y a pas de différence entre les patients sous DDS et les patients sans DDS en termes de bactériémie et d'infections associées aux soins en réanimation dans les pays à haute prévalence. Je n'ai pas le temps là de vous le développer, mais j'en parlerai bien par la suite. Et donc, pratiquement pour moi, simplement, il y a des pour et des contre. Et vous avez bien compris que je fais partie des pour. Je crois énormément à la décontamination digestive sélective, au moins pour des populations particulières. Je reviendrai là-dessus à la fin. Et à condition que vous ayez un standard of care. C'est-à-dire la DDS va marcher dans la réanimation où on va regarder la durée du cathéter, on va regarder la durée de ventilation, on va discuter tous les jours des indications des antibiotiques. Parce que si vous ne réduisez pas les durées de procédure, si vous ne réduisez pas votre consommation d'antibiotiques, eh bien effectivement, la DDS va se rajouter en tant que risque et elle ne permettra pas de réduire. Et je serais curieux de voir si dans les pays à haute prévalence, la problématique n'est pas essentiellement liée à cela. Alors, pour finir, chez qui? Il y a une population qui m'intéresse particulièrement, ce sont les transplantés. C'est-à-dire quand vous voyez les transplantés de rénaux, qui sont souvent colonisés à BLSE, leurs infections surviennent entre le 6e et le 10e jour. L'infection à BLSE est assez fréquente. Elle peut être fréquente à autre chose aussi. Et on pourrait se poser la question si en introduisant une antibioprophylaxie adaptée et une décontamination digestive sélective, est-ce qu'on ne réduit pas ce risque-là et avec cela réduire la mortalité? La seule question, Pierre, à laquelle je n'ai pas répondu, c'est épargner les antibiotiques me permet-il de mieux cibler mes germes? C'est parce que je n'ai pas très bien compris finalement la question, mais tu vas peut-être me le redire. Et je suis prêt à en discuter. Et je crois que, parce qu'aussi, pour le développer, il me fallait peut-être un peu plus d'1 heure. Voilà, je voulais conclure. En pratique, doutez de tout ce que je vous ai dit, doutez de tout ce que vous lisez, reprenez la base. Tout a été écrit, tout a été fait, tout a été dit. Les nouvelles études ne font qu'enjoliver ou pas, ou noircir, entre guillemets, ce qui a été dit antérieurement. Mais très clairement, si vous vous intéressez à l'histoire, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'antibiothérapie, tout est déjà décrit depuis très très longtemps et on ne fait que répéter. Et au lit du malade, je vous demande juste une chose, regardez votre malade. L'essentiel, c'est votre malade. Arrêtez de discuter, est-ce qu'il faut mettre de la lévofloxacine ou de l'oflocet ou des carbapénèmes. Traitez le malade avec la meilleure antibiothérapie et regardez-le comment il évolue, s'il évolue bien ou il n'évolue pas. Et beaucoup de choses qui sont dites, on pourrait se poser la question de leur intérêt et des risques qu'on fait courir aux malades. Merci de votre attention.